En parler, Honoré Naoum. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Cotonou, la 94.3. Les rideaux sont tombés sur le 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique, FIDEPA 5 au Bénin. En effet, du 8 au 10 août, Cotonou a été le carrefour où une brochette de sommités s'est rencontrée pour réfléchir à nouveau sur la participation citoyenne et les mécanismes de démocratie participative. La vision est noble. Rétablir la confiance entre les citoyens et les gouvernements, renforcer la cohésion sociale et favoriser un développement durable et inclusif. En impliquant les citoyens dans la gestion de leur communauté, nous renforçons la légitimité de nos institutions et nous favorisons une gouvernance plus transparente et plus réactive. C'est ce qu'a affirmé Luc Setondi Atroko, maire de Cotonou et président de l'Observatoire international de la démocratie participative OIDP, dans son allocution à la cérémonie d'ouverture sous le regard des autorités gouvernementales. Qu'est-ce qui a été fait durant les 3 jours de travaux? Quelles sont les grandes résolutions qui ont été prises à Cotonou pour le rayonnement de la démocratie participative? Voilà entre autres des questionnements qui trouveront réponse sur ce plateau. Pour le service après-vente de ce forum sur l'émission Franc-Parler, nous recevons 2 acteurs clés. À ma droite, M. Bachir Kanouté, secrétaire général de l'Observatoire international de la démocratie participative OIDP. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de venir sur ce plateau avec nous ce dimanche. Merci à vous. À ma gauche, Stanislas Ronkali, il est directeur du plaidoyer à l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. Bonjour à vous également. Bonjour Monsieur Naoum. Merci d'accepter notre invitation sur ce plateau également. C'est moi. À la mise en onde de cette émission, Patrice Bédia, à la prise de vue, Job Tikpe et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et comme d'habitude, le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditeurs, de poser vos questions au numéro 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Vous pouvez également laisser vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour à vous, Monsieur Bachir Kanouté. Bonjour Monsieur Daou, oui. Et merci pour l'invitation. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier les autorités, remercier vos auditeurs et surtout féliciter le maire pour cette initiative. D'accord. Alors, vous êtes le secrétaire général de l'Observatoire international de la démocratie participative. Est-ce qu'avec vous, à l'entame de cette émission, je peux mieux connaître cette organisation? Je vous remercie. Alors, l'Observatoire est une organisation panafricaine qui a son siège à Dakar et qui intervient essentiellement sur les initiatives de démocratie pour les accompagner. L'Observatoire, c'est aujourd'hui 31 pays en Afrique. L'Observatoire, c'est plus de 2000 collectivités territoriales. L'Observatoire, c'est essentiellement 362 organisations de la société civile. L'Observatoire, c'est 63 universités et centres de recherche. Et l'Observatoire, c'est 53 organes de médias. Alors, pourquoi pas tous les pays africains? Pas tous les pays, puisque nous fonctionnons essentiellement sur l'adhésion des autorités, là où on a aussi des approches de démocratie qui se développent. L'adhésion, ça suppose déjà que les autorités sont conscientes de ça, et l'adhésion, ça suppose également que les initiatives de démocratie puissent se développer. Là où les initiatives ont du mal à prospérer, évidemment, nous avons du mal à nous installer. Alors aujourd'hui, c'est 31 pays, et dans ces 31 pays, nous avons un foisonnement d'initiatives de démocratie qui sont impulsées soit au niveau de l'État, soit au niveau des collectivités territoriales, soit portées aussi par la société civile. Donc, véritablement, vous faites quoi au sein de cette organisation? Quelle est la mission concrète? Alors, la mission, elle est, je peux la situer à 3 niveaux. D'abord, nous observons les dynamiques de démocratie participative
de démocratie en général, mais celle participative essentiellement. Nous accompagnons et nous renforçons les processus des institutions, des acteurs qui travaillent sur la démocratie participative, qui travaillent sur la décentralisation, mais qui travaillent aussi sur le développement local. Et enfin, nous accompagnons l'institutionnalisation de tous ces acquis de la démocratie participative, puisque quand vous regardez l'Afrique, il y a plusieurs initiatives qui sont lancées, et souvent avec de bonnes avancées, mais le problème essentiel qu'on a, c'est que souvent ces acquis que nous tirons de la démocratie participative, ces enseignements que nous tirons, ont du mal à être impactés par les politiques publiques. Alors l'enjeu pour nous, c'est de dire là où nous voyons qu'il y a des bonnes choses qui se font, là où nous voyons qu'il y a des initiatives qui émergent, mais qui ne sont pas encore totalement impactées dans les politiques publiques, nous essayons d'encourager les États, nous essayons d'encourager les ministères qui s'en occupent, de voir ces initiatives-là et de voir aussi comment est-ce qu'ils peuvent être traduites en politique publique pour améliorer globalement ce que vous venez de dire tantôt, la confiance entre les citoyens et les institutions, mais pour améliorer également la marche des collectivités territoriales. Notre vue, nos enseignements, mais surtout l'observation nous a montré que si nous voulons que le développement ce développement doit partir de la base. Et si le développement n'est pas de la base, ça aura du mal à être impacté au niveau national. Donc nous accompagnons ces initiatives aussi pour que toutes ces bonnes pratiques ou toutes ces initiatives ou toutes ces actions qui sont menées dans les territoires d'Afrique, que ces initiatives et les enseignements qui sont tirés, ces acquis qui sont documentés, que ça puisse être impacté au niveau des politiques publiques dans nos différents pays. D'accord. Est-ce que vous voyez véritablement l'impact de cette organisation sur la vie des communautés? Alors, l'impact sur la vie des communautés, oui, puisque si nous regardons aujourd'hui un peu dans nos différents pays, on voit que cette démocratie, que cette citoyenneté est en train de progresser d'une manière générale. Je dis très souvent que quand on est dans ces pays, quand on est en Afrique, le plus gros problème qu'on a, c'est comment faire en sorte que les citoyens se voient et se sentent dans les politiques qui sont menées, d'une part, et comment faire aussi pour que ce que nous constatons dans les différents pays et qu'il y a souvent des difficultés en lien avec la confiance entre les citoyens et les institutions, où on voit beaucoup de méfiance et des fois ça va même jusqu'à la défiance des institutions publiques. Dans plusieurs pays, on le sent, et notre enjeu, notre perspective et le rôle de l'Observatoire, c'est de faire en sorte d'accompagner les autorités locales, d'accompagner les autorités étatiques pour que cette confiance puisse être renouée et que la défiance qu'on voit souvent dans les pays et qui peut aller jusqu'à un niveau de conflit, que cette défiance et cette méfiance puissent être estompées par l'accompagnement, par le dialogue, par des initiatives comme la radio que vous êtes en train d'animer aujourd'hui, où on a des espaces où les autorités étatiques, les autorités locales peuvent expliquer aux citoyens, peuvent avoir un espace de dialogue avec les citoyens pour que cette confiance puisse être établie. D'accord. Alors, Monsieur Stanislas Roncalli, vous êtes le directeur du plaidoyer à l'Association nationale des communes du Bénin. Et curieusement, c'est le maire de la ville de Cotonou qui préside donc l'ANCB et qui est aussi le président de l'OIDP, donc qui a passé le témoin donc à la fin des travaux. Mais durant tout ce mandat du maire de Cotonou à ce poste-là, est-ce que vous avez perçu un tant soit peu l'intérêt de cette l'utilité, je vais même dire, de cette organisation? Merci, monsieur le journaliste. Merci à votre radio pour le rôle éminemment important joué sur cet événement. Je veux parler du 5e Forum international de la démocratie participative. Bon, je ne sais pas si le maire de la ville de Cotonou est à l'écoute, mais je voudrais bien lui demander d'où il tire cette énergie qu'on a pu voir ces derniers jours. On l'a vu sur tous les événements du forum, constamment. Contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, il participait aux travaux proprement dits, mais aussi au side event. Ceci illustre l'engagement qu'on lui connaît et tout le dynamisme qu'il a montré pendant tout son mandat. Monsieur Bachir est là pour en témoigner. Je crois que l'OIDP véhicule une préoccupation très importante.
Mais avant d'aller plus loin, je voudrais proposer qu'on lève une importante équivoque. D'accord. Cotonou n'a pas servi d'arène pour opposer la démocratie représentative à celle participative. D'accord. Ça, c'est très important parce qu'il y avait quelques appréhensions à l'annonce de cet événement-là, surtout pour ceux qui découvraient pour la première fois cette expression-là. Les deux doivent se rencontrer plutôt, interagir et même co-construire ensemble. Terre à terre, qu'est-ce qu'on entend par démocratie représentative? C'est cette démocratie que nous connaissons tous et qui est incarnée par des institutions qui servent de contre-pouvoir, n'est-ce pas, à un certain exécutif. Mais la démocratie participative postule qu'on implique davantage les bénéficiaires des politiques publiques dans la définition de ces politiques publiques-là, mais aussi dans la mise en œuvre de ces politiques publiques. Donc les deux se complètent. D'accord. Elles sont condamnées même à vivre ensemble. À un moment donné, on a constaté une sorte d'essoufflement de la démocratie représentative, dont la démocratie participative est venue un peu comme un ballon d'oxygène pour lui permettre, n'est-ce pas, de pouvoir atteindre les objectifs fixés. Pour revenir à votre préoccupation, je crois que le maire de Cotonou, avant même de prendre les rênes de l'UIDP Afrique, a déjà démontré, n'est-ce pas, tout le sens qu'on doit donner à la démocratie participative. Parce qu'il a été maire ailleurs avant de venir ici à Cotonou. On a vu, n'est-ce pas, tous les espaces qu'il a créés pour pouvoir faciliter l'implication de toutes les forces vives, n'est-ce pas, de sa commune. Et parlant de forces vives, c'est bien sûr les jeunes, c'est les femmes, les couches vulnérables surtout, parce que les autres qui sont dans la plénitude de leur capacité contributive, on ne parle plus d'eux. On parle plutôt de ceux qui ont des limites, ceux qui sont un peu défavorisés, n'est-ce pas, par rapport à la prise de décision. Donc, il a eu à faire cette promotion et arrivé à Cotonou, il continue de le faire. Et il le fait pour l'ensemble des communes, étant président de l'Association nationale des communes du Bénin. Donc, je voudrais confirmer, n'est-ce pas, le fait que le maire Lucas Trokpo, pendant un an, a montré un leadership vraiment exceptionnel à la tête de l'UIDP Afrique. D'abord, pour accéder à cette position, il fallait, disons, présenter un certain nombre de qualités. Il faut un fort engagement politique, il faut maîtriser vraiment les enjeux liés à la démocratie participative et il faut, n'est-ce pas, être porté vers des aménagements pertinents, des innovations qu'il faut apporter, n'est-ce pas, à la démocratie participative. Celui que nous avons dans ce studio, j'aime bien le citer sur cette façon de voir les choses. Il dit que l'Afrique doit écrire son propre narratif de la démocratie. C'est vrai que nous avons des modèles qui ont fait leur preuve ailleurs. C'est ça qu'on a copié. Oui, mais il faut les contextualiser. Il faut y ajouter nos spécificités pour faire en sorte qu'effectivement, cette démocratie que nous chantons et que nous magnifions là puisse, disons, donner des fruits. D'accord. Merci beaucoup à vous. Je me retourne vers vous, Monsieur Kanouté, pour demander, pour le 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique, pourquoi Cotonou? Ou bien c'est parce que le président était maire de Cotonou et c'est pour ça? Je reviendrai sur cette question. Je pense que c'est important. On y va. C'est pourquoi important. Pourquoi le choix de Cotonou? D'abord parce que, quand même, quand on dit observateur, nous observons ce qui se passe en Afrique. D'accord. Et quand on regarde ce qui se passe en Afrique, je pense que citer le cas de Cotonou, après Maputo, où nous étions l'année dernière, est assez important. D'une part parce que nous voyons tout ce qui s'y fait. Nous connaissons l'histoire un peu du Bénin, du pays, avec tous ces soubresauts qui se sont succédés. Je disais que ma première mission ici au Bénin, c'était en 94. 94, et donc j'ai suivi ce qui se passe. Et aujourd'hui, quand je suis venu 30 ans après, et qu'on voit comment est-ce que Cotonou s'est transformé, je devrais féliciter le maire. C'est une excellente initiative. Féliciter également les autorités, parce qu'on voit une transformation, disons, radicale de Cotonou par rapport à ce que nous connaissions il y a 30 ans. Bon, évidemment, entre les deux temps, j'ai eu des missions. Alors, dans un tel contexte, c'est important de donner la visibilité à ce qui se fait. Dans un tel contexte, c'est important de montrer que les pays et les collectivités, les villes qui sont en train d'émerger, c'est important de leur donner cette visibilité et de faire venir les gens exactement pour s'inspirer de ce qui s'y fait. Le choix de Cotonou s'explique aisément
Et par ces différentes raisons que je viens de donner, ça s'explique également parce que c'est essentiel ce qu'il vient de dire en termes de, il ne faut pas opposer les deux types de démocratie, représentative et participative. La démocratie représentative, c'est la démocratie issue des élections. Donc chaque 5 ans, on élit des institutions, on élit des acteurs, on met en place des maires, on met en place des présidents et qui sont élus pour un mandat de 5 ans et qui, pendant ces 5 ans, peuvent prendre des décisions concernant la vie des concitoyens dans les collectivités territoriales, dans les villes ou alors au niveau de l'État. Mais qu'est-ce qui se passe entre ces deux temps-là? Entre deux élections, est-ce que les citoyens ont la possibilité de dire « je veux qu'on me donne l'accès à l'eau potable, je veux qu'on améliore la mobilité, je veux qu'on améliore le cadre de vie ». Alors, la démocratie participative permet de donner un nouveau souffle à la démocratie représentative en donnant la parole entre deux élections aux citoyens pour qu'ils puissent faire parler, qu'ils puissent exprimer leurs besoins et qu'ils puissent aussi interagir avec les autorités pour les aider à améliorer. En le faisant, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que ça permet de légitimer les élus locaux entre deux élections. Ça permet de créer des liens sociaux entre les différents acteurs qui sont sur le territoire, qui doivent cohabiter, qui doivent co-construire. Et ça permet également d'impliquer les gens dans la co-construction de l'agenda de développement. Très souvent, on le voit, dans plusieurs contextes, l'autorité dit il faut faire ça, il le fait. Il ne s'appuie pas sur les besoins essentiels qui sont exprimés par les populations. Et il n'a pas d'espace aussi pour interagir avec ces citoyens-là, pour être à leur écoute, mais surtout pour leur dire qu'est-ce que nous sommes en train de faire. J'ai vu dans plusieurs contextes que quand vous voyez ce qui se passe au niveau de l'État, quand vous voyez ce qui se passe au niveau des collectivités, très souvent les citoyens ne sont pas informés de ça. Qu'est-ce que ça amène? Ça amène qu'il y a beaucoup de frustrations qui sont exprimées, il y a beaucoup de difficultés de communication qui s'installent là entre l'élu et le citoyen et qui fait que très souvent les citoyens ne se sentent plus comme citoyens des villes. Ils sont là comme des acteurs, mais pas essentiellement des citoyens, pas des protagonistes du développement local. Et en mettant en place des espaces comme ça qui permettent d'interagir entre deux élections, qui permettent de redonner le souffle à la démocratie représentative, mais surtout qui permet à différentes légitimités qui sont dans les villes. C'est vrai que les élus, ils sont élus, ils ont cette légalité-là pendant 5 ans, mais les autres légitimités, je prends ici le cas des autorités traditionnelles, les autorités coutumières, les différents groupements de femmes, les associations de jeunes, etc. Tout cela qui sont sur le territoire, qui ont des besoins sur le territoire et qui doivent faire en sorte que ces besoins puissent être pris en compte. Qu'est-ce qu'on fait entre deux élections? Donc l'initiative ne serait que de cette radio-là. Oui. Radio Cotonou, qui permet d'avoir un espace où le maire peut interagir, il peut présenter ce qu'il fait, et il peut aussi être à l'écoute des citoyens avec des questions qui vont venir, etc. C'est des initiatives qui sont louables. Donc le cas de Cotonou, ça s'explique essentiellement par ces différents facteurs-là qui ont expliqué que le choix a été assez facile. Mais vous avez décidé de nous réserver le biscuit, parce que vous dites que vous allez revenir. Je voudrais savoir... Parce que vous l'aviez bien mentionné, ma question a été précise quand même. Est-ce que c'est parce que le président était de Cotonou que vous avez amené le forum à Cotonou? Alors, c'est des dossiers que nous recevons. Oui. Pour accueillir le forum, la ville doit soumettre un dossier de candidature, et dans ce dossier de candidature, il doit dire qu'est-ce qu'il veut faire. Et le thème qui a exactement été proposé au cours du choix pour le cas de Cotonou, c'était citoyenneté et démocratie. D'accord. Dans un contexte de transition. Aujourd'hui, si on voit le contexte de crise qui se passe à l'échelle mondiale, crise géopolitique, crise économique, on voit un peu ce qui se passe, mais aussi crise de transition sur les changements climatiques avec ce qui se passe sur le littoral, transition démographique, transition économique. Si on voit tous ces enjeux qui sont sur le territoire, tous ces enjeux qui s'expriment et qui impliquent les citoyens, c'était essentiel de donner cet espace-là pour que la ville puisse effectivement mobiliser l'ensemble des énergies qui sont autour de ces questions-là, puisse aussi faire venir d'autres villes qui travaillent sur ces enjeux et puissent échanger entre ce qui se fait à Cotonou et ce qu'il y a de bien, qu'on puisse le montrer, mais aussi que ceux qui viennent de l'étranger, qu'ils puissent aussi interagir avec ceux qui sont au niveau national pour partager les expériences, les bonnes pratiques et pour tirer des enseignements qui peuvent être impactés dans les politiques. Donc le dossier de Cotonou vous a séduit, c'est ça?
Le dossier a séduit et c'est ce qui fait que le comité l'a choisi et a tenu ses assises ici. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va poursuivre avec M. Stanislas Roncani. Vous, je l'ai précisé, vous êtes directeur de plaidoyer à l'Association nationale des communes du Bénin. Alors, quand ce choix-là est tombé, où la nouvelle a été donc captée au niveau de la NCB, comment vous avez accueilli cette information, comme quoi le Cotonou va abriter donc une rencontre pareille? Vous savez bien comment on l'a accueili. Avec beaucoup de joie. Parce que l'ANCB s'associe à tous les événements qui impliquent les collectivités. D'accord. Parce que notre raison d'être, ce sont les communes du Bénin, les 77. D'accompagner les 77 communes. Voilà. Et tous les jours, nous travaillons à cela. Et dans ce processus, on a accompagné l'ensemble des communes, d'abord par l'information sur l'événement, comment ça va se dérouler, à quel moment, quelles peuvent être leurs partitions. Et les communes qui étaient intéressées, n'est-ce pas, tout à l'heure, M. Bachir va parler du prix du leadership qui a permis de distinguer un certain nombre d'acteurs, des journalistes, des acteurs du développement local, des organisations de la société civile. Et donc, beaucoup de communes se sont rapprochées de nous pour savoir comment s'y prendre. Qu'elles ont eu l'information. D'ailleurs, on a l'habitude de le faire. Quand il y a des compétitions au plan international, les communes se portent vers nous, on les accompagne, on les oriente comme il se doit. Donc, on s'est pas fait prier, non pas parce que le président de l'ANCB, c'est le président de l'OIDP qui est, comment on appelle, le président de l'ANCB qui est le président de l'OIDP, mais parce que c'est un événement qui concerne les collectivités territoriales du Bénin. Et donc, il vous a dit quoi à la NCB? Qu'il faut qu'on se mette au travail. Parce que c'est un défi qui va largement au-delà de sa personne. D'accord. C'est le Bénin qui est concerné. Et de plus en plus, je crois que ce Bénin-là s'impose, n'est-ce pas, dans le concert des nations qui prouvent leur capacité à accueillir des rencontres importantes. Je crois qu'on l'a fait, disons, pour deux grands événements. Oui. L'Association internationale des meufs francophones pour son assemblée générale. Et tout récemment, on l'a fait pour l'Association internationale des régions francophones. Oui. Et c'est des centaines, voire des milliers de personnes qui viennent d'autres pays qu'on doit pouvoir accueillir pendant plusieurs jours avec toute la logistique que cela implique. Donc vous imaginez qu'il y a du travail qui a été fait et l'ANCB a joué un rôle clé là-dedans, vous savez de quoi on parle, et je crois que le stand innovation que le président de l'ANCB a reçu hier dans la salle bleue du Palais des Congrès est un grand mérite. Tous les participants se sont levés pour reconnaître, n'est-ce pas, le rôle qu'il a eu à jouer. Je vous l'ai dit, il était sur toutes les activités. D'accord. Monsieur Kanouté, comment on appelle, Bachir l'a vu aussi. Et donc, il était là pour veiller à ce que tout se passe bien. Et je voudrais rendre aussi hommage au gouvernement à travers la direction du protocole d'État qui est resté sur les 3 jours, qui a veillé à ce que les personnalités qui sont venues dans le cadre de ce forum soient bien traitées, qu'elles soient à l'aise, ces personnalités-là, que tout ce qui est, n'est-ce pas, dû à leur rang comme protocole, comme disposition, que tout soit respecté. Mais il y a également les différents ministères. Il y a eu plusieurs ministères qui étaient représentés dans cette activité. J'ai vu dans les interventions beaucoup de cadres des ministères qui étaient très intéressés par le sujet. Et d'abord, ça a beaucoup travaillé sur les 3 jours. À des moments donnés, on est allé au-delà de 19h. Parce que les sujets étaient passionnants. On va les aborder tout à l'heure. Le contenu de ce forum. Oui. Donc, tout le monde veut partager, disons, ses expériences. Même le Togo qui a démarré récemment ce processus avait beaucoup à donner et a beaucoup à recevoir également. Donc, c'est dit que l'OIDP ne s'est pas trompé en identifiant le Bénin comme pays, comme le Cotonou comme ville pouvant, n'est-ce pas, bien organiser cette activité-là. Et je crois que c'est à l'actif de tout le monde. D'accord, merci beaucoup à vous. Alors,
Rentrons maintenant dans le vif du sujet, comme cela se doit. Qu'est-ce qui a été fait à Cotonou durant ces 3 jours, M. Bachir Kanouté? Merci pour cette question. Alors, pendant les 3 jours, ça a beaucoup réfléchi, ça a beaucoup partagé. D'abord, la thématique elle-même mobilise beaucoup d'acteurs, citoyenneté, démocratie participative, comme levier de relance. Oui. Comme levier de relance dans un contexte de crise géopolitique, économique et de transition. C'est une thématique qui intéresse beaucoup d'acteurs, c'est une thématique qui intéresse beaucoup. Alors donc il y a eu d'abord cette conférence inaugurale qu'on a eue et qui a mobilisé des acteurs autour de la citoyenneté et la démocratie participative. Ensuite, les travaux ont été articulés autour de 3 grandes thématiques qui chacun ont été introduits par des sommités venant du Bénin, par des sommités venant de l'Afrique, par des sommités venant du reste du monde. Souvent, on a eu des participants venant d'Europe qui ont aussi participé et qui ont aussi construit. Alors, à la suite de chacun de ces panels-là, en plénière, il y a eu des ateliers parallèles qui sont tenus pour permettre de partager exactement les expériences, puisque les panels, c'était essentiellement pour donner les orientations, c'était essentiellement pour partager les constatations, c'était essentiellement pour partager les recommandations qu'on peut faire, mais dans les ateliers, au nombre de 6 ateliers qui sont tenus et 2 à 2 par journée. Chaque journée, il y a eu 2 ateliers qui sont tenus de manière parallèle. Ça a permis aux acteurs qui étaient venus, les invités, les universitaires, les autorités locales, les représentants des États, de donner des expériences concrètes qui ont été partagées. Et c'est cela qui était exactement intéressant, puisque un des constats que moi j'ai fait, c'est que Cotonou a été un tournant essentiel pour avoir constitué non seulement une rencontre d'échange, mais surtout une rencontre d'apprentissage. Beaucoup en sont sortis, et moi c'est un peu les feedbacks que je reçois, beaucoup en sont sortis en disant « j'ai beaucoup appris de l'expérience du Bénin, j'ai beaucoup appris de l'expérience qu'a présentée Dakar, j'ai beaucoup appris de l'expérience qui a été présentée au Mali, etc. etc. » Donc c'était essentiel que ces rencontres puissent se tenir, et c'était aussi essentiel pour que ces échanges puissent se faire et que ça nous permette un peu de regarder notre propre narratif, de l'analyser, mais surtout d'aller au-delà de ce qu'on dit très souvent et qui ne correspond pas à la réalité, en peignant tout en noir, en pensant également que dans nos pays africains, rien ne se passe. Alors, c'est un crime de peindre tout en noir? Je le pense, parce que, tu vois, on dit souvent que tant que les lapins n'ont pas leur historien, l'histoire sera toujours racontée par ceux qui ont gagné. Et ceux qui ont gagné, ils vont toujours décrire l'histoire en la décrivant comme eux souhaitent. Alors, cet effort pour réécrire notre narratif est important. Je vais vous donner 2 cas. Le premier, c'est souvent quand on parle des espaces de démocratie, on pense à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais on oublie qu'avant cette Déclaration des droits de l'homme, il y a eu la charte de Kurukan-Fuga en 1235. Alors, 1235, ça a été un tournant essentiel pour tout ce qui est comment est-ce qu'on peut gérer les droits de l'homme, comment est-ce qu'on peut gérer les citoyens, comment est-ce qu'on peut créer des espaces pour que l'essentiel des acteurs puissent contribuer à l'effort communautaire et à l'effort de reconstruction de nos États. Mais malheureusement, comme nous n'avions pas nos historiens, cela est passé sous silence. Donc 1235, on a attendu 1800 pour que la Déclaration des droits de l'homme vienne pour dire, bon, voilà ce qu'il faut faire, alors qu'on a oublié que l'Afrique avait déjà, je donne le cas de Kurukan-Fuga, mais il y en a beaucoup dans plusieurs de nos pays. Il y a beaucoup de choses qui se faisaient et qui étaient des espaces essentiels de redevabilité, des espaces essentiels de co-construction, mais malheureusement qui ne sont pas connus. Donc c'était essentiel que les Africains se rencontrent, c'était essentiel que les Africains dialoguent avec d'autres nationalités, avec d'autres continents, pour montrer aussi ce qu'il y a de bien que nous sommes en train de faire, aussi bien en matière de décentralisation, en matière de démocratie et de développement local, pour que cette histoire soit connue et que ça participe à l'effort de réécriture de notre narratif, pour montrer aussi que l'Afrique contribue à l'histoire, contrairement à ce qui se pense et ce qui se dit. Qu'est-ce que vous avez gagné ou qu'est-ce que vous avez vu durant ces 3 jours? Parce que vous avez participé aux travaux. Oui, j'ai vu que, comme M. Bachir l'a dit, que les participants ont beaucoup gagné. D'abord, ils ne voulaient pas quitter la salle. À un moment donné, on a dû limiter les prises de parole pour essayer de tenir dans le temps, parce que tout le monde voulait intervenir, parce que les sujets étaient vraiment passionnants. Ce qui m'a personnellement marqué, c'est le budget participatif qu'on a
longuement débattu, on l'a retourné dans tous les sens, on en a développé tous les contours, parce que ce budget participatif est un élément clé de la démocratie participative. Il est même avancé l'idée d'imposer le budget participatif à tous les États. Je crois que c'est une piste importante, pas avec du syndicalisme, avec du plaidoyer. Mais pour les auditeurs, ça veut dire quoi? Le budget participatif, c'est quoi? Dans une commune, chaque année, l'exécutif élabore ou fait élaborer, disons, un budget qui sera mis en œuvre, qui permettra, n'est-ce pas, de mettre en œuvre le contenu du plan de développement communal, qui est élaboré souvent sur 5 ans, ça dépend des pays, mais chez nous c'est 5 ans par exemple. Donc des programmes sont contenus dans ce plan de développement communal. Et chaque année, il y a une déclinaison à travers le plan annuel d'investissement. Et donc il faut un budget pour mettre en œuvre ce plan. Oui. Alors, une partie de ce budget est destinée, n'est-ce pas, à l'arbitrage des populations. On leur demande de choisir des priorités. D'accord. Et ils déterminent, n'est-ce pas, ces priorités. C'est un processus. C'est pas que, on se lève un jour, on va dans un village pour dire, donnez-moi une priorité. Non, c'est tout un processus. Et ça commence par la sensibilisation des acteurs. Et ensuite, on essaie d'identifier, n'est-ce pas, les priorités qu'on a. On fait ensuite, on passe des filtres pour en arriver peut-être à 1 ou 2. Et c'est un montant qui est connu d'avance. Peut-être c'est 30 millions. On dit, sur la base de 30 millions, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais attention, parce que le budget communal permet de mettre en œuvre le cadre programmatique de la commune, qu'est le PDC. Mais en temps, les priorités peuvent évoluer, parce que le contexte aussi change. D'accord. Donc si ça changeait, qu'il y a de nouvelles priorités, on fait avec, mais prioritairement, ce sont ces documents-là qui servent de base. Alors, ce qui a été dit principalement par rapport au budget participatif, c'est que c'est une bonne chose et qu'il faut pérenniser cela, mais surtout l'améliorer. Parce qu'il y a quelques insuffisances qu'on a dû noter, par exemple. Comment on finance le processus, n'est-ce pas, d'identification des priorités? Est-ce que c'est la commune qui ajoute encore à la cagnotte de départ ce qui permet de financer les différentes rencontres, ou bien ce sont les communautés qui s'organisent pour financer cela? Généralement, ce n'est pas beaucoup d'argent, peut-être 1,5 million, 2 millions maximum. D'accord. Et donc, on a beaucoup débattu par rapport à cela. Deuxième chose, comment on certifie légalement ce processus que représente le budget participatif? Au Bénin, par exemple, il n'y a pas un cadre légal clairement défini. Il y a un guide qui a été élaboré par le ministère en charge de la décentralisation, et c'est ce que tout le monde utilise. Mais est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est vraiment une assurance pour les décideurs communaux de pouvoir utiliser un simple guide pour continuer à travailler sur le budget participatif? Et si on organisait mieux cela, est-ce qu'on prenait un décret ou une loi pour dire que désormais on fait le budget participatif? Je crois que les discussions sont en cours. Je ne connais pas le contexte de tous les autres pays. En dehors de ça, il y a les entreprises locales qui contribuent au budget participatif. La responsabilité sociale et environnementale demande que toutes les entreprises qui sont installées sur les territoires communaux puissent contribuer. Et généralement, c'est à travers des projets communautaires. Le RSE. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui trichent. Si l'obligation contractuelle qui est faite et qui s'élève peut-être à 30 millions, pour contourner un peu cela, on met sur la table 5 millions pour dire voici ma contribution comme budget participatif. Donc les différents participants ont appelé l'attention de tout le monde sur ce fait pour dire il faut qu'on travaille à tirer le maximum de profit, n'est-ce pas, de ce budget participatif qui est une opportunité pour le développement local. Mais avant tout, il faut faire le lien entre la mobilisation des ressources et le budget participatif, parce que les ressources ne tombent pas du ciel. Ce sont les ressources qui sont mobilisées auprès des populations elles-mêmes, à travers leurs contributions fiscales. Et donc, comment travailler à sensibiliser davantage les populations pour qu'elles contribuent mieux? Ainsi, la cagnotte du budget participatif pourra augmenter et il leur sera loisible de pouvoir identifier beaucoup de priorités à la fois. Parce que si vous avez un montant important, vous allez pouvoir déterminer ce qui va être fait.
Et le dernier aspect que j'ai retenu, c'est la solidarité inter-arrondissement, inter-village. D'accord. Parce qu'à des moments donnés, il y a des infrastructures qui sont déclarées prioritaires, mais en réfléchissant, je prends l'exemple des écoles. D'accord. Si nous avons deux villages, disons... deux villages voisins plutôt. Deux villages voisins. Oui. Et il y a déjà une école dans le village A. Oui. Mais les habitants du village B demandent qu'on érige encore un village. Et les autres disent, mais nous avons déjà une école où on peut l'utiliser ensemble. Et donc, au lieu d'aller vers l'école, on affecte les ressources peut-être vers un point d'eau. Et là, les deux villages aussi peuvent l'utiliser. Donc, en mutualisant un peu les opportunités, les avantages qu'on a, on va de l'avant ensemble. Et ça fait vraiment une sorte de comment on appelle, de co-développement. Et l'accent a été suffisamment mis là-dessus. D'accord. Merci beaucoup à vous. Alors, vous avez travaillé durant 3 jours. C'est pour dégager quoi? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces assises de Cotonou, M. Kanouté? Alors, les assises de Cotonou nous ont permis de faire de grandes recommandations. Je peux en citer un certain nombre. Je pense que le constat a été de dire, si nous responsabilisons davantage les collectivités territoriales, si nous responsabilisons davantage les villes, si nous responsabilisons davantage les communes, ces communes, en mettant la dose de la participation citoyenne qu'il vient de citer, peuvent aller très loin avec l'accompagnement de l'État. Je pense que dans plusieurs pays, le constat est fait que les communes ont une faiblesse de capacité technique, capacité financière. Et le constat a aussi été fait que si ces approches de démocratie participative s'installent, avec l'intervention des communautés, avec l'intervention des différents acteurs qui sont dans l'écosystème, et aussi avec l'accompagnement de l'État, on voit que les résultats sont là. Ça, c'est un premier constat. Donc, nécessité pour nos États africains de renforcer la décentralisation d'une manière générale, mais surtout le volet financier de la décentralisation en transférant beaucoup plus de ressources de l'État vers les collectivités. Je pense que la recommandation a été faite de dire qu'il faut ramener à 20% minimum ce niveau de transfert de l'État vers les collectivités. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, ça a été de dire c'est important également que les collectivités qui reçoivent ces ressources-là puissent ouvrir davantage le cadre de la décentralisation et le cadre de la co-construction des politiques publiques au niveau local. Il a cité le cas des plans de développement, et ces plans de développement sont essentiels puisque ça donne une vision à long terme. D'ici 5 ans, qu'est-ce que nous comptons faire? D'ici 3 ans, qu'est-ce que nous comptons faire? Mais ces approches qui sont mises en place de démocratie, qui permettent chaque année de donner la parole aux citoyens, permettent aussi chaque année de reconstruire le budget et de l'adapter aux besoins des citoyens. Alors, l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est que si nous regardons ce qui se passe dans les villes africaines, très souvent, quand on regarde leur budget, une bonne partie des ressources va vers le fonctionnement, la prise en charge des salaires, la prise en charge de l'équipement dans les collectivités, etc., au détriment de l'investissement qui pourtant prend en compte la demande sociale. Donc, autant nous demandons à l'État de renforcer la décentralisation vers les collectivités, autant nous demandons aux collectivités d'ouvrir davantage les canaux de communication avec les citoyens pour que les citoyens puissent aussi exprimer leurs besoins et que ces besoins puissent être pris en compte par le budget de la collectivité et que chaque année que l'exercice se reprend. En le faisant, qu'est-ce que ça nous apporte? En le faisant, ça permet de restaurer la confiance entre les citoyens et les autorités locales. Et surtout, ça nous permet de corriger les imperfections que nous voyons tout le temps auprès des citoyens qui pensent que, bon, s'il ne nous parle pas, c'est qu'il est en train de détourner l'argent. Alors que Dieu seul sait que très souvent, nos maires se débattent dans des difficultés énormes pour s'en sortir. Avec les maigres budgets qu'ils ont, ils font preuve de beaucoup d'innovation pour s'en sortir. Donc, voilà, on demande aux États de transférer. Il y a certains quand même qui détournent. Ah oui, non, ça, on ne peut pas ne pas le dire. Il y a certains qui détournent, mais c'est exactement pour cela qu'il faut mettre en place ces mécanismes-là qui permettent, d'une part, de construire la participation, mais qui permet aussi de mettre la transparence et la redevabilité. Quand vous faites preuve d'ouverture et quand vous faites preuve de communication en parlant de votre budget de manière ouverte,
et dans des canaux et des mécanismes qui sont connus par les citoyens, et en leur donnant la parole pour qu'ils puissent vous interpeller sur ce que vous avez fait, ça permet de minimiser les cas de détournement, les cas de corruption qu'on voit un peu partout. Et c'est exactement ça les craintes qu'on a, puisque autant nous demandons à l'État de transférer des ressources, autant nous disons que bon, si ces processus ne sont pas ouverts, ne sont pas transparents, il n'y a pas de redevabilité, effectivement, ça peut entraîner. Donc, c'est les deux qui vont ensemble. Et troisième levier, c'est que ça permet également d'instaurer des mécanismes de solidarité beaucoup plus forts entre les citoyens qui sont dans les communes pour qu'ils puissent identifier ensemble et qu'ils puissent, les ressources qui sont là, qu'ils puissent savoir sur quelle priorité ça va aller. Et enfin, ça permet également de construire les espaces pour que les politiques publiques et les politiques locales puissent dialoguer. Alors, autre recommandation qui a été faite, c'est aussi de dire il faut que nos États puissent avancer davantage dans la ratification de la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, puisque à travers plusieurs ateliers, plusieurs sessions thématiques, nous avons vu que la principale contrainte qui est là, c'est pas une contrainte de volonté, mais c'est une contrainte où les autorités au niveau local ne parviennent pas essentiellement à asseoir de bons canaux de dialogue avec les autorités étatiques pour que ces approches de démocratie, ces approches de développement local puissent s'installer. Donc on peut dire que les objectifs ont été atteints, selon vous? Pour nous, pleinement, puisque du point de vue de l'échange, c'était un des objectifs qu'on avait en disant on va aller à Cotonou et on va discuter autour de 3 grandes thématiques. Et autour de ces 3 grandes thématiques, il faut qu'on ait un cadrage global, il faut qu'on ait une perception de ce que ceux qui sont dans l'ombre, les universitaires, peuvent apprendre et peuvent partager avec nous. Il faut qu'on donne la parole aux autorités locales et aux autorités étatiques pour qu'ils puissent dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, mais il faut qu'on donne la parole également aux citoyens à travers les organisations de la société civile, à travers la presse, qu'ils puissent interpeller les uns et les autres. Et donc si nous prenons ces 3 catégories d'acteurs, on peut dire que pleinement nos travaux ont répondu aux attentes et les objectifs sont atteints. J'ai lu quelque part comme il a dit tantôt, bon, ce qui a fait défaut, c'est essentiellement les gens ont dit à un moment il faut augmenter la durée des échanges puisque c'était tellement intéressant que souvent on avait du mal à les arrêter. Puisque c'est quand même lié au budget. C'est lié au budget, mais c'est aussi lié au fait que les gens veulent s'exprimer et veulent partager les préoccupations qu'ils ont. Ils viennent avec des préoccupations et il faut que ces préoccupations trouvent des espaces où ils peuvent l'exprimer et qu'ils puissent alors de pareilles rencontres permettre de créer ces espaces-là pour que ceux qui sont les détenteurs de pouvoir puissent aussi dialoguer et échanger avec les citoyens et qu'ils puissent aussi apporter des réponses aux préoccupations qui sont posées par ces citoyens-là. D'accord. J'ai lu quelque part que vous êtes venu à Cotonou pour conjurer ce qu'on appelle la stérilité économique de la démocratie. Est-ce que cet objectif est atteint? Vous avez pu expliquer ça? Ah bon, je ne sais pas où est-ce que vous l'avez lu, mais bon. Conjurer la stérilité économique, c'est peut-être dans ce qu'on peut appeler on a dit qu'il fallait travailler sur les différentes transitions qui se mettent en place. Oui. Et qu'il fallait aussi partager les expériences. Parce que pour beaucoup de gens, démocratie, ça n'apporte rien sur le plan économique. Est-ce que vraiment vous avez réfléchi sur ce concept? Mais la réflexion, c'est exactement bon. Sur le levier économique, c'est aussi parce que si nous regardons le monde, nous sommes aussi dans un contexte de crise économique. Crise économique qui a ses répercussions à des niveaux insoupçonnés. Au niveau des États, on le sent déjà. Très souvent, quand on parle de la guerre en Ukraine, les gens ne font pas le lien avec ce que nous vivons nous-mêmes ici, avec tout ce que nous importons comme produits venant de l'Europe, venant de l'Ukraine, le blé, etc., qui est une consommation courante dans différents pays. Donc, la répercussion, elle est là. Peut-être au cours de ce forum-là, les échanges ont pu porter sur ça. Qu'est-ce qui peut être fait pour que
tous les leviers et tous les mécanismes de levée de ressources au niveau local, le financement du développement par les ressources endogènes, que ça puisse se faire. Et je pense que ça, sur plusieurs leviers, les participants, les panélistes ont montré que bon, il y a des leviers qui sont là, il y a des capitaux qui sont là, il y a des potentialités qui sont dans nos villes, qui ne sont pas suffisamment bien exploitées. Je donne le cas. Quand vous prenez le budget de nos collectivités territoriales, très souvent, les ressources viennent d'où? Les ressources viennent de ce que l'État transfère. Mais on oublie que sur les territoires, il y a plusieurs possibilités qui sont là, qui ne sont pas encore exploitées. C'est ne serait-ce que la mobilisation des taxes, des impôts locaux, qui sont des ressources qui peuvent être mobilisés et qui peuvent servir à financer le développement local. Dans les territoires, il y a également tout ce qu'il y a, il l'a dit tantôt, la responsabilité sociétale d'entreprise, où les entreprises, le secteur privé qui s'installe, veut investir dans ces territoires-là, mais très souvent, faute de confiance, etc., ils ont du mal à le faire. Autre levier, c'est qu'est-ce que la diaspora peut apporter dans nos villes. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde à l'échelle globale de l'Afrique, les retours de nos diasporas est beaucoup plus important que l'aide publique au développement. Mais ces retours de diaspora, on a du mal à avoir le véhicule financier qui puisse permettre de les conduire vers les collectivités territoriales, vers les territoires. Il faut créer et mettre en place des mécanismes qui permettent aussi de permettre à cette diaspora, souvent une diaspora qualifiée d'ailleurs, qui est installée en Europe, qui est installée en Amérique, qui est installée en Asie, cette diaspora qualifiée donc d'apporter leur touche à ce qui se fait au niveau national, mais surtout d'accompagner les États, mais accompagner aussi les collectivités territoriales à aller de l'avant. Quand je donne le cas du Sénégal, par exemple, où nous voyons que dans plusieurs régions, les infrastructures qui sont réalisées, c'est le fait de la diaspora. Mais quels sont les mécanismes que cette diaspora a pour accompagner politiquement aussi les autorités locales qui sont là. Donc voilà, ça c'est quelques-uns des cas du point de vue économique qui ont été partagés au cours de ce forum-là et qui permettent de montrer que le financement du développement local, l'État va faire son rôle, l'État va continuer à le faire et nous allons continuer le plaidoyer pour que l'État renforce la décentralisation financière, mais nous encourageons également les maires, les présidents de région à aller de l'avant dans la mobilisation des ressources locales puisque c'est là le développement. Le développement durable, c'est à ce niveau-là. Merci beaucoup à vous. On va donc, avant de recevoir donc les intervenants, quelques secondes, il y a M. Onkali qui voulait ajouter par rapport aux résolutions. Je crois que ces résolutions ont été formulées à l'endroit d'une dizaine d'acteurs. Toute cette émission ne pourra pas suffire pour les présenter toutes. Mais il y a les instances supranationales. D'accord. Comme il a dit, on a beaucoup échangé pendant les 3 jours. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été présentées, des bonnes pratiques. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser à un centre de capitalisation de ces bonnes pratiques à l'échelle continentale pour pouvoir aider les collectivités qui sont un peu à la traîne ou qui viennent de naître, de pouvoir tirer le son de ce qui a été fait et pour avancer. Il y a aussi la coopération décentralisée qui est un axe vraiment important, mais la coopération sud-sud. Parce que tout le temps on est porté vers, disons, l'Occident, les pays, disons, développés, qui ont fait une marche assez pertinente. On veut s'inspirer de cela, alors que nos contextes ne recoupent pas le plus souvent. Donc il faut s'inspirer, n'est-ce pas, des collectivités qui partagent pratiquement les mêmes réalités avec vous. Un autre élément qu'on a discuté très rapidement, au cours du forum et qui mérite d'être souligné, c'est la durabilité des interventions de développement. Au-delà des projets, programmes financés par les partenaires de développement, qu'est-ce qu'on fait? Ça a été vraiment souligné de plusieurs traits, parce que les gens pensent que, avec les projets, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on fait beaucoup de choses, il y a des résultats significatifs, mais au départ des projets, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Donc, comment inscrire, n'est-ce pas, les interventions de développement? Même l'entretien déjà de ce qui est réalisé durant un projet. Ça pose problème. Donc, voilà. D'accord, merci beaucoup. On va prendre quelques intervenants et après on reviendra au studio pour pouvoir répondre aux questions. Quelqu'un est là? Bonjour. Allô? Bonjour. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Allô? Oui, bonjour, vous êtes en direct.
Merci, Monsieur Naoum. Paul Chaudaton depuis le stade du feu général Mathieu Kérékou, notre Alain Foucault. Nous vous écoutons. Merci, je salue votre invité. Oui. Ma question que je voudrais adresser à l'invité ce matin, comment vous trouvez la démocratie béninoise? Parce que nous remarquons souvent des attaques de la sous-région comme si la démocratie n'est pas respectée chez nous. Dites-nous quelque chose sur notre démocratie. Parce que moi, je me sens quand même à l'aise ici au Bénin, mais je ne sais pas ce qui se passe. On trouve que nous avons un problème de souci de démocratie ici. Donc, dites-nous quelque chose sur notre politique ici au Bénin. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton. On reviendra pour la réponse. Bonjour. Oui, la fréquence municipale de Cotonou. Bonjour. Sébastien Yonkosu. Exactement, Sébastien Yonkosu est mon nom. D'accord. Et je salue votre invité. Nous vous écoutons. Cher invité, bonjour. Bonjour. Le thème de votre colloque, FIDEPA 5, c'est citoyenneté et démocratie participative comme levier de relance des territoires en Afrique dans le contexte des crises géographiques et économiques et de transition. Ce thème est évocateur et a suscité beaucoup d'engouement chez nous. Notre ONG a tout fait pour être parmi les participants, mais c'était trop tard car nous n'avons pas eu l'information à temps. Ma question est de savoir comment nous, ONG, qui n'avaient pas parti, qui n'étaient pas de la partie, comment nous pouvons nous rattraper et avoir toutes les conclusions, avoir les conclusions de vos travaux. Et deuxième préoccupation, pourquoi le choix de Cotonou? Et pour finir, nous allons saluer le maire de la ville de Cotonou, son excellence, Luc Setonji Atropo, pour tout ce qu'il fait pour la démocratie béninoise. Sébastien Yonkosu, je suis. Bonne émission à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yonkosu. On prend un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Idrissou Liamidi Koumayon m'appelle. Nous vous écoutons. Moi, je salue votre invité. Moi, j'ai deux. J'en ai deux aujourd'hui. Hein? Hein? J'ai deux invités. Ah, vous avez deux. Je salue les deux invités. D'accord, nous vous écoutons. Oui. Moi, je dirais que je voudrais poser quelques questions du moins. Allez-y. Les autorités étatiques et locales ne conjuguent pas leurs efforts. Pourquoi ce système au Bénin? Nous entendons là les crédits qui sont envoyés, mais sur le terrain, on ne constate pas les réalisations à long terme. Pourquoi ça? Et ma deuxième question, vous ne voyez pas que pratiquement la démocratie a eu un changement. La démocratie a eu un changement. Pourquoi les maires ne sont pas des décideurs directs de la mairie et la gestion est dans la main des SE? Qu'en dites-vous? Voilà mes deux questions et je vous remercie. À bientôt. Merci. À vous pour votre passage à l'antenne. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Votre nom? Et moi, je réponds au nom de Taoufik Akoulopana. J'ai pas bien entendu. Vous allez donc arrêter votre radio d'abord avant de poser votre question. Oui, est-ce que c'est bon? Vous me recevez? Oui, c'est bon. Maintenant, donnez le nom. Le nom, c'est Taoufik Akoulopana. Taoufik. Voilà. Ok. Et je vous appelle depuis Kodomé, quartier Negoto ce matin. Nous vous écoutons. Et vous allez beaucoup m'excuser puisque j'ai pris l'émission au vol. Oui. Mais vous aviez deux indiqués sur le plateau, l'un qui s'appelle Keloté et l'autre là, Moukarin. Je crois. C'est pas Keloté, c'est Kanouté. Ah, Keloté, tu m'en excuses beaucoup si j'ai manipulé. Il n'y a pas de souci. Oui. Voilà. Et mais le mot démocratie participative, démocratie représentative, c'est-à-dire longuement sorti de la bouche de vos invités là. Oui. Et vous savez, nous sommes dans un pays où
quand vous parlez, il y a colloque, séminaire, assises et autres. La première question que le citoyen se pose, et le citoyen qui ne maîtrise pas grand-chose dans la matière, il se dit, il y a Vous pouvez aller en français? Allez-y en français parce que nos invités ne comprennent pas tout ce fond. Ok, parce qu'il y a un sur le plateau et à voir son accent dans le français, je crois que oui, lui n'est pas béninois, donc allez-y en français. Voilà. Ce que je voudrais dire à vos invités là, parce que quand vous prenez le contexte béninois, chez nous, la population, la majeure partie, on sait que c'est plus de 50% est analphabète. Mais quand il y a colloque, les assises, les conférences et autres là, et à la fin de ces assises, le béninois qui ne maîtrise pas grand-chose dans la matière, c'est-à-dire sur le plan démocratie et autres, comme le mot est régulièrement utilisé par vos invités, démocratie participative, démocratie représentative, c'est qu'à la fin de ces colloques, la question, au nombre de questions que chacun de ces béninois qui ne comprennent pas grand-chose se pose, est-ce que les partenaires qui sont venus chez nous, à Cotonou là, est-ce qu'ils ont amené des enveloppes financières, c'est-à-dire quand je parle, ce n'est pas des millions, au moins des milliards pour nous aider. D'accord. Finalement, c'est la question qui préoccupe le Béninois. C'est pas ce qu'ils sont en train de développer là. Parce que là maintenant, ils développent les choses. Nous qui maîtrisons un peu le français, nous comprenons ce qu'ils sont en train de dire sur le plateau. Mais il faut passer dans tous les 4 pays, décentraliser ce qui est dit en français là, les expliquer dans nos langues locales. Sinon, le reste, ça va être de l'eau jetée sur le dos du canard. D'accord. Il n'y a pas de souci. On a compris votre contribution. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. On a un autre intervenant? Non, pas encore. Je pense que oui. Et on va prendre un tout dernier. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui. Monsieur Basile Adjakidje, c'est ça? Merci. D'accord, nous vous écoutons. Oui. Je vous salue les deux invités. Ok. Ma préoccupation n'est pas trop longue. Parce que il fait partie des travailleurs de la commune du Bénin. Comment comprendre qu'aujourd'hui, le taxi est en train de disparaître dans la ville de Cotonou et les bonnes dames transporter leurs bagages sur la moto avec difficilement. C'est ce que je voudrais demander. Comment il voit ça, comment il va régler avec ça. Pour que les bonnes dames, aujourd'hui, les femmes béninoises ne savent pas comment rentrer le taxi-ville. Et ils sont tous qui sont payés le casque pour porter. Est-ce que c'est bon ça? Les vies sont vraiment en danger. Je vous remercie beaucoup. D'accord. Bonjour, merci. Merci à vous, Basile Adjakidje. On revient donc au plateau pour commencer à répondre aux questions. La question vous a été posée par Paul Chaudaton pour démarrer. Il cherche à savoir quel regard vous avez sur la démocratie béninoise. Alors, sur la démocratie béninoise, bon, je pense que le constat et les recommandations que nous pouvons formuler vont dans le sens de ce qu'on peut appeler l'importance de renforcer la décentralisation avec les autorités élues. Ça, c'est vraiment une recommandation qu'on peut formuler, puisque bon, on a assisté à l'émergence effectivement des secrétaires exécutifs et autres. Qu'est-ce qui explique cela? Je ne le connais pas, mais ce qu'on peut dire, c'est dans un processus de décentralisation et sur la démocratie, c'est important de renforcer la position des autorités élues au niveau local, puisque c'est là où la légitimité se trouve, c'est là aussi où la confiance se trouve. Et ces autorités-là, si on constate qu'ils n'ont pas de capacité, c'est important que l'État puisse renforcer leur capacité. Si on constate aussi qu'il y a des difficultés, c'est important que l'État puisse apporter sa contribution pour le faire. C'est essentiel cela parce que ça permet de nourrir un peu tout ce qu'on est en train de voir dans plusieurs pays où les échelons intermédiaires qui permettent de faire la communication du sommet à la base, les autorités élues au niveau local jouent leur rôle dedans et s'ils n'ont pas les capacités, je pense que c'est important de le faire. Alors, bon, c'est une expérience que nous voyons ici au Bénin sur laquelle peut-être qu'on peut encore
faire des recommandations et le plaidoyer pour qu'on aille vers le renforcement. Là, vous parlez bien entendu de l'expérience des SE, c'est ça? Des SE, exactement. Les secrétaires exécutifs. Les secrétaires exécutifs, je pense qu'ils sont là, mais nous aurions recommandé d'aller vers un renforcement des autorités élues, les maires, pour qu'ils puissent jouer leur rôle. Si le constat est fait qu'il y a des difficultés, il faut les renforcer. Si le constat est fait qu'il y a des carences, il faut corriger ces carences-là, mais bon, ne pas les suppléer. Voilà, c'est une recommandation que nous faisons. D'accord. Je reviendrai avec cette question-là, Stanislas Ronconi, quand on va finir donc de répondre aux questions des autres. Il y a Paul Chaudaton qui a parlé de démocratie, donc je reviens sur sa préoccupation pour vous. Est-ce que ça marche? Vous connaissez un peu le Bénin, depuis 30 ans, vous commencez à venir au Bénin. Sur le plan démocratique, vous êtes content? Ça va? Oui, sur le plan démocratique, on est content, mais là où on a encore quelques trucs, c'est de dire au niveau local... il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire, il y a un accompagnement à faire, il y a une amélioration du cadre, la décentralisation qui permet aux autorités locales une pleine expression et une pleine... qu'ils puissent déployer tout leur potentiel. D'accord. Puisque c'est quand même des instances élues. Il y a Sébastien Rossou qui a parlé du thème citoyenneté et démocratie. Il dit que son organisation souhaiterait participer aux assises, mais il n'a pas pu. Comment il va pouvoir avoir les documents de tout ce qui a été fait à Cotonou? Comment il fera? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de demandes, effectivement, auxquelles nous n'avons pas pu apporter des réponses positives parce que, d'une part, il y a la nécessité de se rendre à Cotonou pour ceux qui ne sont pas du Bénin, mais ceux qui sont même au Bénin, beaucoup n'ont pas pu assister pour de multiples raisons. Ce qu'on peut leur dire, c'est que l'ensemble des résolutions qui ont été faites au cours de ces 3 jours, l'ensemble des échanges et des présentations qui ont été faites seront postées sur le site de l'Observatoire et ceux qui le veulent peuvent aller à ce niveau-là et prendre les résolutions. On peut connaître l'adresse? www.oidp-afrique.org. D'accord. www.oidp-afrique.org. D'accord. Merci beaucoup pour cette précision. Il a demandé aussi pourquoi Cotonou. Je crois qu'on a répondu déjà à cette question. Je vous retrouve plutôt, Monsieur Stanislas Ronconi, pour poursuivre donc la réponse aux questions. Il y a Idrissou Koumagnon qui a noté donc la non-complicité entre autorités gouvernementales et autorités locales. Est-ce que vous voyez la chose de cette manière au Bénin aujourd'hui? Je crois qu'il y a beaucoup de cadres de discussion qui mettent ensemble les autorités nationales et les autorités locales. Je ne sais pas sous quel angle il pose véritablement le problème, mais pour faire le lien en même temps avec la réforme, oui, parce que c'est lié en fait. Effectivement. C'est M. Kanouté qui découvre cette préoccupation pour la première fois, sinon moi j'en suis habitué. Sur tous les plateaux que je fais, ça revient à ça revient toujours. Oui. En fait, chacun a son regard sur la réforme. Pour ce que je sais, la loi a aménagé des couloirs d'action pour chaque acteur. Pour le secrétaire exécutif, c'est la gestion des 3 formes de ressources qu'on a, les ressources humaines, les ressources financières, les ressources matérielles et la gestion de l'administration. Mais il ne peut agir sans avoir en griffe l'onction du maire, qui demeure, selon la même loi, la première autorité politique et administrative de la commune. Si on prend le budget, par exemple, qui dirige les débats d'orientation budgétaire au niveau communal, si ce n'est pas le maire? En fait, c'est le budget du maire que le technicien travaille à mettre en œuvre. C'est simplement cela. Donc, ce n'est pas que c'est le secrétaire exécutif qui dirige désormais la commune. Ça, c'est pas vrai. Encore que cette même loi... Mais est-ce que ce n'est pas la posture de certains maires qui communiquent dans ce sens-là, comme quoi on a arraché donc une partie de leur pouvoir, qui amène donc les citoyens à penser que c'est comme si on a joué contre les maires? Pour le reste, c'est une question d'interprétation. Oui. Puisqu'on parle de texte, chacun y va selon sa compréhension. C'est ça. Donc, je disais que la loi créait, n'est-ce pas, un nouvel organe politique, qui est le conseil de supervision, qui regroupe, n'est-ce pas, le maire lui-même, ses adjoints et les présidents des différentes commissions. Et c'est cet organe-là qui décide en réalité. Parce que le secrétaire exécutif prépare les documents.
et soumet ça au conseil de supervision qui se réunit tous les mois pour décider, pour accepter. Si le conseil de supervision n'accepte pas, comment le secrétaire exécutif peut travailler? Donc, dans ce cas, moi, je ne trouve pas qu'on puisse... Donc que la polémique cesse. Oui, que la polémique cesse, parce que les maires sont toujours puissants, parce que c'est le maire qui préside le conseil de supervision en réalité. Donc si le maire n'autorise pas, le secrétaire exécutif, il ne peut pas travailler. Ça, c'est une parenthèse. Merci à vous. Monsieur Kanouté, il y a Taoufik, je n'ai pas pu retenir son nom de famille, mais qui a parlé de démocratie participative, colloque en français, alors que les populations à la base, c'est tellement, il parle d'argent, les populations ont besoin de pain, on vient parler français, alors que les populations ne comprennent rien, les communautés à la base ne comprennent rien. Comment vous faites pour traduire tout ça en nos langues locales pour faciliter la tâche aux citoyens? Non, je pense que c'est que nous sommes en train de faire contribuer à ça. D'accord. C'est vrai que quand vous faites venir des invités internationaux, souvent c'est difficile de vivre et parler la langue nationale, puisque bon, ils viennent d'autres contextes, ils comprennent d'autres trucs, et bon, le seul moyen qu'on a, c'est de s'exprimer dans la langue importée, qui est le français, pour qu'on puisse comprendre, enfin, qui est le français et l'anglais, pour qu'on puisse comprendre tous. Mais bon, je pense que le rôle, peut-être, votre rôle à vous, c'est aussi peut-être d'ouvrir des canaux où on peut organiser des émissions en langue nationale, en invitant ceux qui ont participé à ces colloques-là, la mairie par exemple, pour qu'ils viennent réexpliquer les choses qui ont été échangées en français. En réalité, nous sommes rattrapés par notre histoire. Cette histoire qui a fait que, bon, très souvent, il y a le cloisonnement entre pays, il y a les barrières qui nous ont été imposées et aussi il y a les langues qui nous ont été imposées et qui font que, bon, malheureusement, nos seuls moyens pour se parler à l'échelle internationale, c'est les langues étrangères, le français, l'anglais et autres. Maintenant, la deuxième partie de la question qui est, nous attendons de l'argent, il faut que Taoufik comprenne qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où c'est l'économie de la connaissance qui domine. C'est ça. L'économie vient de la connaissance d'abord. Oui. C'est pas les infrastructures, c'est pas les ressources naturelles et autres, mais c'est d'abord la connaissance. Si vous regardez à l'échelle mondiale, les plus grandes entreprises qui sont cotées dans les bourses, c'est les entreprises qui travaillent sur l'économie de la connaissance. Donc bon, ces réflexions-là, c'est essentiel, puisque c'est ça qui permet aussi de faire émerger économiquement les États à travers des résolutions qui sont faites comme ça et à travers des prises en charge qui sont faites aussi par ces acteurs-là. Ça permet d'impulser toute la partie économique du développement dans nos territoires. Pour compléter la question. Oui, allez-y. En fait, la préoccupation, c'est beaucoup plus que gagne le Bénin, en fait. Et que gagnent les Béninois. Parce que la vocation d'un forum, c'est pas d'amener de l'argent pour les populations. C'est pas ça prioritairement. C'est de réfléchir. Voilà. Il a parlé de connaissances et les savoir-faire. Le Bénin a gagné en savoir-faire. Si vous étiez vraiment sur le site du forum, vous allez comprendre qu'il y a eu vraiment un intense partage d'expérience entre les différents acteurs. Mais au-delà de cela, il y a la coopération décentralisée. J'ai vu beaucoup de maires, beaucoup d'acteurs de collectivités territoriales échanger entre eux, même en aparté de tout ce qui se fait. Donc, il y a déjà des débuts de collaboration partenariale qui se négocient. Et maintenant, si on veut parler proprement argent, il y a beaucoup de visiteurs qui sont venus dans le pays. L'économie locale a dû tourner parce qu'il y a eu des séjours dans des hôtels. Les gens vont passer au centre artisanal pour acheter des objets d'art. Tout ça contribue, n'est-ce pas, au renforcement de l'économie locale. Sinon, globalement, c'est qu'on vient apprendre du Bénin. Le Bénin apprend de ses hôtes et c'est comme ça, c'est le plus important. Pour le reste, si on doit, disons, monnayer tout ce qui a été reçu, capitalisé comme connaissance, il faut, n'est-ce pas, mettre en place des cadres pour le faire. Il y a des maires qui sont venus, il y en a qui... Bon, jusque là, on n'a pas parlé du prix d'excellence qui a été attribué. Je crois que l'occasion nous sera donnée tout à l'heure. Donc, il y a des maires béninois, 2 en l'occurrence, qui ont été distingués. Et donc, ceux-là vont pouvoir, disons... répercuter au niveau de leur population ce qu'ils ont appris comme amélioration à apporter, n'est-ce pas, aux dynamiques participatives qui existent déjà. Donc je crois que c'est le plus important à retenir. D'accord. Alors, donc, il y a Basila Diakidje qui a parlé de la disparition des taxis-villes au profit des motos, les bonnes dames qui sont aujourd'hui à moto et donc à risque d'accident.
c'est une question un peu particulière parce que lorsque vous voyez les autres capitales qui nous entourent, d'abord quand on se rend ailleurs, les gens disent que nous sommes un pays de motos. Et ça se voit dans la capitale et dans les grandes villes du Bénin. Les réflexions sont en cours certainement pour voir comment on met en place le transport urbain efficace. Oui. D'accord. Il y a eu des expériences par le passé, ça a échoué. Je n'ai pas fait une étude pour dire à peu près les facteurs qui ont contribué à l'échec de ces initiatives-là. Mais toujours dit que le besoin est là. Le besoin est là de réfléchir sur le transport en commun dans nos grandes villes. Ça crée effectivement beaucoup de désagréments. Surtout que les acteurs ne respectent pas leur couloir de circulation. Si on prend les motos par exemple, il y a des pistes cyclables qui ont été construites pour ces motos, mais ne respectent pas parce que tout le monde veut aller vite, tout le monde est pressé, on a des urgences à régler. Donc la préoccupation est importante. Je crois que les décideurs sont à l'écoute. Ils ne sont pas étrangers à cette préoccupation. Ils vont la prendre davantage en charge pour trouver les solutions nécessaires. D'accord. Alors, on revient donc sur un aspect important de ce forum également. Ce sont des distinctions, des personnes qui ont été donc valorisées à travers ce forum-là. Pourquoi cette démarche ? Alors, cette démarche est essentielle. C'est une première pour vous ou bien vous... Dans la sous-région, oui. Dans la sous-région, c'est une première. Dans la sous-région, c'est la première édition sous-régionale. D'accord. Bon, c'est vrai qu'au Sénégal, on l'a eu pendant 3 ou 4... on a eu 4 éditions. Depuis 2018, même quand il y a eu le Covid, nous avons continué à faire une édition numérique. Alors, ça tire son inspiration de ce que les chefs d'État ont proposé en 2014 dans la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation. Les chefs d'État, après un long processus, ont adopté l'agenda pour l'Afrique en 2013 et ensuite ils ont adopté la Charte africaine au cours du 23e sommet qui s'est tenu à Malabo. Alors dans cette charte, les chefs d'État ont recommandé qu'il c'était important qu'on puisse primer l'excellence, qu'on puisse célébrer le savoir-faire qui se développe dans les territoires et qu'il fallait aussi donner un modèle ceux qui faisaient bien. C'est vrai qu'en Afrique, quand on regarde, très souvent notre approche d'éducation est souvent basée sur la critique, est souvent basée sur le blâme, est souvent basée sur les sanctions pour des gens qui font mal. Alors, nous avons dit c'est bien, il faut sanctionner ceux qui ne font pas bien, mais là où les gens font bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec eux? Alors, nous avons pris le pari, nous, de dire là où nous voyons des bonnes pratiques, là où nous voyons des innovations, et là où nous voyons de la créativité portée par les différents acteurs de l'écosystème de la décentralisation, c'est important qu'on puisse les offrir en modèle. C'est important qu'on puisse les encourager et c'est important qu'on puisse leur permettre de partager ce qu'ils ont fait en bien pour que d'autres puissent s'en inspirer. Donc, c'est à partir de là que la première édition s'est tenue à Dakar sur ces recommandations de l'Union africaine dans la Charte africaine. Et après 5 éditions, nous avons partagé ces enseignements avec l'Union africaine au cours du sommet Africité qui s'est tenu à Kissimou. Et l'Union africaine nous a dit, mais c'est excellent, mais ce qu'il faut, c'est d'aller vers une édition continentale. Donc, faire en sorte que, à l'échelle du continent, les collectivités territoriales, les villes, les territoires qui font du bien, qu'on puisse voir les bonnes pratiques et qu'on puisse voir les innovations. Alors, c'est vrai que comme nous avons une démarche prudente d'y aller étape par étape, capitaliser à chaque fois, tirer les enseignements et mettre à l'échelle, nous avons suggéré à l'Union africaine de faire une édition sous-régionale qui nous permettra d'expérimenter et de le faire. Alors, c'est ce qu'on a lancé cette année-là, en lançant l'initiative dans les 8 pays de l'UEMOA, qui nous a permis d'identifier dans ces 8 pays-là où sont les bonnes pratiques et les innovations autour de 6 catégories. Pour les collectivités territoriales, les bonnes pratiques et les innovations en matière de participation citoyenne, les bonnes pratiques et les innovations en matière de transparence, ça revient, la thématique, les bonnes pratiques et les innovations en matière d'inclusion. Les groupes vulnérables, il a parlé tout de suite d'inclure ceux qui sont analphabètes. Donc, comment est-ce que les collectivités mettent en place des mécanismes qui permettent de prendre en compte les groupes vulnérables, les groupes marginalisés, mais aussi les territoires fragiles, les bonnes pratiques et les innovations en matière de solidarité.
puisque dans nos villes, on voit de plus en plus qu'il y a ceux qui sont les laissés pour compte, comment les prendre en compte à travers la protection sociale, etc. Les bonnes pratiques et les innovations en matière de gestion financière, pour là où on a l'efficience et l'efficacité budgétaire dans la gestion budgétaire, qu'on puisse les primer, mais également, et dernier thème, les bonnes pratiques et les innovations en matière d'articulation des politiques. On a parlé tout de suite du cas des plans de développement, comment les articuler avec les documents nationaux, comment est-ce que les agendas internationaux sont pris en compte par les territoires, puisque c'est vrai que c'est les chefs d'État qui l'adoptent à l'échelle internationale, mais là où ça se met en œuvre, c'est dans les territoires. Donc comment est-ce que les autorités locales, les maires, comprennent cela et ils le traduisent en politique locale. Ça, c'est les 6 catégories pour les élus locaux. Mais nous avons dit, ils ne sont pas les seuls acteurs qui interviennent dans la décentralisation, dans la gouvernance. Il y a d'autres acteurs qui y sont. C'est le cas des journalistes, les médias, avec la remontée des informations qu'ils font sur ce qui se fait dans les territoires. C'est le cas des universitaires et des chercheurs qui très souvent prennent des thématiques de recherche en lien avec la gouvernance pour trouver des solutions, puisque c'est vrai que nos processus de décentralisation, nos processus de gouvernance ont beaucoup de défis, et ces défis-là, très souvent ceux qui ont le nez collé au guidon n'ont pas le temps de réfléchir, mais ceux qui sont à l'université peuvent en faire des thématiques de recherche et trouver des solutions. Et enfin, dernière catégorie, c'est les enfants et les jeunes, puisque l'Union africaine a adopté l'agenda 2063, l'agenda pour 2063, mais ceux qui seront les adultes de 2063, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Et nous avons dit qu'il faut les prendre en compte, il faut surtout regarder les canaux de communication qu'ils utilisent et surtout voir le contenu des messages qu'ils véhiculent. Il y a la culture urbaine qui est un des supports que les jeunes utilisent, le rap, etc., qui sont aussi des supports qu'ils utilisent. Donc, analysons cette créativité à travers la musique et à travers la culture urbaine et regardons les contenus que ces jeunes véhiculent en direction de la citoyenneté, donc formation à la citoyenneté, en direction des bonnes gouvernances et en direction de la démocratie. Et donc, voilà les 4 catégories d'acteurs qui ont été identifiés et pour lesquels nous avons lancé le prix d'excellence en identifiant à travers la sous-région, donc dans les 8 pays, toutes les bonnes pratiques et les innovations que ces 4 acteurs ont dans chacune des thématiques qu'on a dit et qu'ils veulent soumettre pour qu'on puisse les analyser. Quand on a lancé, on a reçu pour les collectivités territoriales 88 demandes, soumissions qui sont venues pour les collectivités. On a reçu 13 pour les universitaires, on a reçu 11 pour les médias et pour les enfants, nous avons reçu 13 demandes qu'on a analysées avec un comité scientifique composé d'imminentes personnalités venant des 8 pays de l'UEMOA qui ont analysé de manière dématérialisée et sans se connaître, et chaque soumission a été lue par au moins 4 personnes. 4 personnes, des fois c'est 5 même, qui ont lu et qui ont noté. Et c'est à travers ces notes qu'on a identifié les meilleures pratiques dans chacun des thématiques que je viens de citer tantôt. Et ces thématiques ont fait l'objet par la suite de conférences d'apprentissage où chacun, on lui a donné un temps de parole pour qu'il puisse présenter devant le comité scientifique et un public. Et à travers cette présentation, nous avons sélectionné dans chaque catégorie les 3 meilleurs qu'on a invités maintenant à Cotonou pour venir récupérer les trophées, puisque c'est ceux-là qui ont été primés définitivement. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Roukani, le Bénin a tiré son épingle du jeu? Oui, il n'y a pas de société qui progresse sans modèle. D'accord. Pourquoi nous saluons vraiment cette initiative. Oui. Et le Bénin l'a déjà expérimenté il y a quelques années. Vous vous rappelez bien les trophées de la décentralisation que M. Franck Kenebo faisait. Lui qui a d'ailleurs joué un rôle clé. Voilà. En temps, ça s'est arrêté, mais j'espère que d'ici à là, ça va reprendre. Je crois que le Bénin n'a pas fait pied de figure dans cette liste de lauréats. Il y a au moins 2 communes qui ont été primées. La commune de Perere et la commune de Kalalé, la commune de Kalalé et la commune d'Adjara. Voilà. Il y a aussi une radio de notre pays qui est installée à Niki. Mais la leçon qu'on peut tirer, c'est que pour les éditions à venir, il faut qu'on accompagne véritablement les communes du Bénin pour une forte participation. Parce que dans le lot maintenant, c'est le Sénégal et le Togo qui se dégagent. Ils ont beaucoup participé, ils ont beaucoup gagné aussi. Donc c'est un défi pour nous au sein de l'ANCBI de pouvoir accompagner activement les communes pour les éditions. Absolument. D'accord. Et je reste avec vous pour votre mot de fin.
C'est de dire toute notre fierté en tant que Béninois d'avoir contribué à la réussite de cet événement international. Je crois que si on fait le bilan globalement, les objectifs sont pleinement atteints. M. Bachir l'a dit tout à l'heure. Il était attendu qu'on échange suffisamment sur la question et qu'à la fin, qu'il y ait des résolutions, qu'on peut mettre en œuvre dans l'ensemble des pays ayant participé, même les pays qui n'ont pas pu venir. Donc je crois que les yeux sont tournés maintenant vers M. Bachir. C'est quel pays désormais? Sénégal. Le Sénégal. Le Sénégal pour avoir une nouvelle opportunité, n'est-ce pas, de partager, n'est-ce pas, nos réalisations en termes de renforcement de la démocratie participative. D'accord, merci beaucoup à vous. Je vous retrouve maintenant et avec une question d'un auditeur ici, Maurice Ogouchi, qui demande, démocratie, est-ce que cela veut dire que le président a le droit de suppresser tous les citoyens des taxes et impôts au point même de les affamer pour l'embellissement du pays? C'est une question d'un auditeur. Ça vient du contexte local. Bon, j'ai du mal à le situer. À le situer. D'accord. Voilà, votre mot de fin pour continuer. Le mot de fin, c'est vraiment des mots de remerciement en direction du maire de Cotonou pour l'accueil et la présidence de qualité qu'il a fait pendant cette année-là. C'est vrai que notre observatoire, nous, c'est une présidence tournante. Chaque année, c'est une autorité qui dirige et au bout de l'année, il transmet le pouvoir. Et donc, pour la présidence de Cotonou, nous avons vraiment senti de la bonne qualité dans ce qui s'est fait au niveau international surtout, avec toutes ces actions qui ont été menées. Bon, hier, on en a partagé au cours de c'est parce que vous êtes sur Radio Cotonou que vous dites ça? Non, bon, ça aurait été ailleurs. Je l'ai dit hier, vous n'étiez pas là. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'Observatoire lui a décerné un diplôme d'honneur pour tout ce travail qui a été fait, mais également le remercier pour l'accueil et l'organisation. Je sais que ce n'est jamais facile d'accueillir un tel événement et de le réussir, donc ça a été une réussite. Nous voudrons le remercier et le féliciter pour ça. Mais également remercier les autorités étatiques, puisque nous savons souvent que quand les villes réussissent de pareilles initiatives, c'est aussi parce que l'État est derrière, l'État a soutenu. Donc je voudrais profiter de cet instant-là pour remercier les hautes autorités pour tout l'accompagnement qui a été fait et pour tout le support qui a été offert et pour tous les appuis qui ont été apportés pour la réussite de cet événement-là. Et remercier le peuple béninois vraiment pour l'accueil. Nous avons senti beaucoup de convivialité. N'eût été cette émission aujourd'hui, ils sont en train de visiter certaines villes pour continuer l'échange et pour me Vous avez encore le temps. Vous avez encore le temps. Bon, j'ai encore le temps, mais je pense que je n'aurai pas le même support que ce que les autres étrangers qui sont là vont avoir. Certainement que je reviendrai pour une autre fois pour le faire. Et le mot de fin, c'est aussi lancer un appel. C'est vrai, je pense que là où nous avons dans le prix d'excellence des villes qui ont pu émerger avec, en termes de statistiques, des prix, c'est aussi parce qu'il y a derrière tout un accompagnement. Et bon, l'appel que nous lançons, c'est aussi que les associations de pouvoirs locaux appuient ces initiatives, qu'ils soutiennent les collectivités territoriales, qu'ils les accompagnent pour soumettre les bonnes pratiques. Nous sommes conscients qu'en Afrique, il y a beaucoup d'innovations au ras du sol. Il y a beaucoup d'innovations dans les territoires. Malheureusement, ces innovations ne sont pas souvent répercutées au niveau international. Ce qui fait que, bon, je l'avais dit tantôt, tout est peint en noir en pensant que rien ne se passe alors que c'est faux. Moi, je parcours l'Afrique depuis une trentaine d'années maintenant et je sais que quand on jette un regard panoramique dans nos différents pays, dans les villes, malgré un contexte extrêmement difficile, il y a des maires qui font des prouesses. Et donc nous voulons les saluer, nous voulons les remercier. Merci. Et un dernier ressort, vous remercier pour cette invitation qui nous a permis de partager et faire mienne de l'interpellation d'un des citoyens qui a dit, d'un de vos auditeurs qui dit, il faut maintenant répercuter au niveau des populations en reprenant l'essentiel de ce qui a été dit en langue pour que ceux-là qui n'ont pas été au palais des congrès, ceux-là qui n'ont pas pu contribuer en français et en anglais, qu'ils puissent s'approprier de tout ce qui a été dit et qu'ils puissent s'approprier et lancer un appel pour tous ceux qui n'ont pas été
au Palais des Congrès et qui n'ont pas suivi sur les réseaux sociaux aussi, puisque c'était retransmis en direct à travers les réseaux sociaux dans différents contextes. J'ai reçu des feedbacks d'Europe, des feedbacks d'Amérique, de gens qui suivent et voilà, qui remercient. Donc, tous ceux-là qui n'ont pas pu le faire, ils peuvent aller sur le site pour avoir la documentation. Je pense qu'au niveau de la ville aussi, il y a un mécanisme qui permettra de rediffuser tout ce qui a été fait à travers les médias. Merci beaucoup à vous, M. Bachir Kanouté, secrétaire général de l'Observatoire international de la démocratie participative OIDP, et à vous, Stanislas Ronkani. Vous êtes directeur du plaidoyer à l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Merci à vous de passer par franc-parler de Radio Cotonou pour évoquer donc les conclusions de ces assises de Cotonou. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous également pour votre participation et pour ceux qui ont également appelé et suivi cette émission de bout en bout. Était à la mise en onde Patrice Bédia, à la prise de vue Job Jipé, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés 94.3 Radio Cotonou. Merci et bonne journée dominicale à vous. Franc-parler